Donc, je tiens à remercier le chalet Le Grépillon des Rousses de nous accueillir pour filmer et le groupe de retraités du SNEP qui a accepté notre demande d'entretien sur les formations et les stages Maurice Baquet. Hein. Donc, je vous présente tout de suite les gens qui sont autour de la table. Donc, je commence par la gauche avec Monsieur Daniel Noir qui a fait l'UREPS de Rennes, pardon, excusez-moi. L'UREPS de Rennes en 1976, donc qui a réussi le CAPEPS en 1976. À côté de moi, Pierre Robinet, qui est sorti de l'ENSEP en 1954. Raymond Deligny, qui a fait le CREPS de Reims, puis l'ENSEP, qui est sorti en 1956. Et André Collet, qui organise cette rencontre ici, donc qui a fait CREPS de Voiron et de Strasbourg et qui a eu son CAPEPS en 1964. Donc ça nous permettra d'avoir un panel de formation assez important. Donc la première question, et puis on va peut-être prendre par ordre, on va dire, d'âge. Hein. Je suis désolé, Pierre. Donc alors, Raymond Deligny, donc à ma droite, donc est sorti de l'ENSEP en 1956. Donc qu'est-ce qui vous a poussé à devenir prof d'éducation physique? Moi déjà, je suis comme beaucoup de gens de cette époque, sorti des écoles normales. Donc à l'école normale où j'ai été, en Seine-et-Marne, notre prof de gym, il nous poussait à devenir prof de gym quand il s'apercevait qu'on avait des performances un petit peu, disons, honorables. Voilà. Performance, est-ce que vous pouvez préciser? Bah, au niveau sportif, à l'association sportive, on faisait un peu tout. On faisait du handball, on faisait du foot, on faisait de l'athlétisme. Et voilà, donc on était partant à l'association sportive. Donc, puis dans les cours, même si c'était de la méthode naturelle, on était engagé, quoi. Voilà. Pierre? Oui, moi j'avais deux professeurs d'éducation physique qui étaient très bien. Donc, bon, j'avais un passé sportif et une activité sportive en tant que gym. Et ça m'intéressait en tant que métier. André, toujours par ordre. Oui. Alors, moi, j'étais au lycée de Saint-Claude et j'avais deux profs qui qui se préoccupaient de mes études post-baccalauréat. Et c'était, par hasard, le prof de physique pure et le prof d'éducation physique. Donc, tous les deux m'ont expliqué les formations que je pouvais faire. Et vu que le prof de physique me proposait une formation en 6, 7 ans, etc., j'ai choisi l'éducation physique parce que c'était plus court. J'ai trouvé que 4 ans, c'était 2 fois moins que 8. Et donc, je suis parti en éducation physique aussi parce que j'étais très intéressé, parce qu'à l'époque, je jouais au rugby à Saint-Claude et Saint-Claude jouait en première division, comme si maintenant on parlait du top 14. Et voilà, j'ai été très, très, très motivé sur le plan physique. Oui, ben, Oui. moi aussi, c'est l'activité physique sportive, voilà, au travers du foot, du hand, qui m'a donné l'envie d'aller vers l'enseignement. Alors, ben, une fois qu'on était parti pour 4 ans, ben, on s'est engagé, voilà. Mais au départ, c'est vraiment, voilà, c'est pas la pédagogie qui nous motivait à cette époque-là, c'était l'envie de faire du sport. Après, bon, on peut évoluer, mais c'était ça qui nous guidait à l'époque. Alors, puisqu'on a un panel assez important, moi, les points sur lesquels j'aimerais qu'on revienne, c'est quels sont les éléments fondamentaux de votre formation, donc vos années d'études, donc CREPS de Reims, puis ENSEP pour Raymond Deligny. Quels étaient le contenu des cours? Bah, déjà, c'était le concours, il se passait en trois parties. Donc, il y avait l'écrit, qui était composé de cours de psycho, anatomie et physiologie. Ça, c'était l'écrit. Et puis, il y avait le physique, essentiellement gym,
athlétisme et un tout petit peu de natation, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de piscines à l'époque. Donc la natation, c'était vraiment sélectif. Donc en ce qui concernait la troisième partie, c'était la pédagogie. C'est-à-dire qu'on avait énormément de cours de pédagogie. Donc en ce qui concerne les contenus, c'était surtout des contenus techniques, mais qui étaient surtout pour la sélection. Ce n'était pas du tout dans la perspective de la pédagogie. La pédagogie, c'était essentiellement la méthode naturelle et un petit peu de gymnastique construite. C'était ça les contenus. Et donc, dans ces cours-là, vous travailliez sur quels étaient vos ouvrages de référence? Bon, bah, j'ai plus très bien les souvenirs hein, sur ça. Je sais que les profs de psycho, c'était un peu des profs de philo. Hein. Donc, les ouvrages de référence, on parlait un petit peu Piaget. Puis c'était à peu près tout. Disons que c'était de la psycho courante à l'époque. Hein. Ça allait pas loin. Par contre, la natte et la physio, c'était assez sélectif. Ouais. Mais vous utilisiez aussi comment ça s'appelle le fameux livre de Vivès et Leroy et Vivès sur l'athlétisme. Oui, mais ça, c'était des profs qui étaient à l'ENSEP. Ouais. Ouais, ça, c'était la technique, ça. Mais donc, sur les activités sportives? Sur l'athlétisme. Leroy et Vivès, c'était l'athlétisme. Oui. Quant aux livres sur les sports co, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait quelques-uns, mais c'était écrit par des profs de l'ENSEP. Pierre, pour toi, un petit peu plus tard? Oui, c'est à quel niveau là? Parce qu'il y a la préparation de l'ENSEP. Sur tes cours à l'ENSEP. Ah, les cours à l'ENSEP. Bon, les cours à l'ENSEP, oui, il y a un collègue là qui m'a tout de suite intéressé, c'est Robert Méran. Bon, puis il y a d'autres collègues quand même qui étaient intéressants. Là. Mais c'est surtout lui qui m'a intéressé et par la suite, bon, j'ai eu de très bons rapports dans le cadre d'un montage de la formation professionnelle continue dans l'Académie de Besançon, des profs d'éducation physique. Et on a eu de très bons rapports et lui a eu une grande intervention pendant des années. André? Moi, en première année donc de préparation du concours à l'ENSEP, eh bien, on avait des cours d'anat, de physio et de psycho. Au niveau physique, moi j'appelle ça, c'était presque une préparation de décathlonien, plus de la gym, les agrès, les 6 agrès pour les garçons, plus natation, plus une épreuve qui était éliminatoire à l'époque, qui était le grimpé de corde. C'était 2 fois 5 mètres, départ assis, à la force des bras, sans aide des jambes. Et puis, déjà en première année, on faisait des stages pédagogiques au Creps de Voiron. On faisait des stages pédagogiques dans les écoles primaires c'était plutôt les écoles primaires qui se déplaçaient sur les installations du Creps pour avoir des cours d'éducation physique que nous donnions sous l'autorité d'un prof du Creps. Bon, en deuxième et troisième année, donc avant ce qu'on appelait P2B, la natte était devenue fonctionnelle, on ne faisait plus de la descriptive. La physio aussi devenait un peu plus proche de notre futur métier. Et la psycho était devenue psychopédagogie. Au niveau physique, le nombre d'activités physiques avait été réduit. C'était plus sous forme d'options. Et puis en quatrième année, le nombre d'activités physiques diminuait encore. Et là, on avait 2 ou 3 options. Je crois qu'il y avait une option en sport co, une option... Alors bien sûr, en première année, j'ai oublié les sport co, mais enfin bref. En deuxième année aussi, il y avait des sport co. En quatrième année, sous forme d'option 1 ou 2 sport co. Et puis en préparation théorique, psychopédagogique aussi, encore. Et surtout le stage pédagogique en lycée, un stage pédagogique qui durait 4 semaines, si mes souvenirs sont bons, que j'avais fait à l'époque au lycée Kléber de Strasbourg. Voilà. Et puis on allait passer ce qu'on appelait classement à l'époque. Et puis si on était dans les
bon classé, eh bien, on avait le CAPEPS. Et en 64, là on avance un petit peu, il y a quand même beaucoup plus d'ouvrages qui sortent, quelles étaient des références? Vous travaillez sur quel type d'ouvrage? Alors, moi, réellement, je n'ai souvenir d'aucun ouvrage sur lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé sur les cours des profs qu'on avait. On avait une prof de psychopéda qui était hyper costaud, et beaucoup ont travaillé sur ce qu'elle faisait. Et puis, on avait aussi des profs d'activité physique qui étaient... c'était leurs ouvrages qu'on consultait. Ouais. Parce que bon, normalement, donc le Roi Vives était sorti. Il y avait le bouquin sur les sports co de Raymond Gratreau qui sort en 1957. Donc il commençait à y avoir un peu d'ouvrages. Je pense que Daniel Nair nous dira qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur lesquels il a travaillé, mais c'est... ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles étaient les références sur lesquelles on construisait des cours, et donc finalement qu'on construisait l'éducation physique. J'ai l'impression, moi, que personnellement, en tous les cas, faut dire aussi que j'ai une année P2B, enfin P2C plutôt, qui était assez perturbée. Mais moi, je n'ai pas personnellement travaillé sur des ouvrages d'auteurs, enfin de personnalités. J'ai plutôt travaillé sur les instructions officielles de l'époque, et on veillait à respecter, enfin, nos conseillers pédagogiques nous demandaient de respecter les instructions officielles de l'époque, qui étaient la séance d'éducation physique, c'est d'abord un échauffement, puis une partie construite, puis une partie fonctionnelle. Et dans la partie fonctionnelle, on pouvait mettre ce qu'on voulait. La partie fonctionnelle pouvait se réduire à mon cousin qui grimpe, c'est également lancer le disque pesant. C'est la méthode naturelle. Et on pouvait éventuellement remplacer cette méthode naturelle par des activités sportives. Alors du type sport co ou athlétique ou gym ou voilà. Mais c'était un peu sous notre responsabilité. Et je me souviens, quand on était étudiant, le problème, on passait tellement de temps à échauffer partie construite, qu'on arrivait à la partie fonctionnelle, eh ben, on ne pouvait plus mettre en œuvre de sport co ou trucs comme ça. Donc on faisait méthode naturelle. Voilà. Oui, bon, moi je vais enchaîner derrière, puisque nous, la formule avait pas mal évolué, puisque c'était la sortie qui nous obligeait à avoir une option et 12 polyvalences. Donc on était obligé de s'informer sur tout, on touchait à tout, très peu de physique, mais pas mal de pédagogie déjà, c'est ça, au travers de la lutte, de l'athlé. Et puis, bon, bah ça, on faisait un peu comme André, confiance aux collègues qui nous éduquaient à l'époque. Et puis, par contre, l'option était très forte. Alors là, bon, moi, sur Rennes, j'ai eu la chance d'affaire à quelqu'un qui nous a marqué, qui est peut-être pas très connu au niveau national, mais dans le monde du football est très connu, c'est Jean-Claude Trottel, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Contre-pied, avant le contre-pied du SNEP, qui était quelqu'un d'un petit peu particulier et qui nous a vraiment guidés dans la conception qu'on a de l'éducation physique. Au niveau théoricien général, je me souviens surtout de Marcenac. Et j'en cherche un autre en sport co, donc j'ai perdu le nom, je n'arrive pas à retrouver, qui nous avait aussi marqué à l'époque. Mais là, bon, moi qui étais sport collectif, on essayait au travers de l'implication, puisque moi j'étais vraiment très impliqué au niveau du foot, d'essayer de replacer cette théorie très particulière qui était développée sur Rennes, essayer de la replacer dans les autres sports collectifs. Et bon, notre référence était là. On n'allait pas chercher obligatoirement dans les théoriciens de l'époque, mais plutôt au travers de cette méthode. Bon, d'ailleurs, qui a été rappelée dans le dernier sport co, contre-pied sport co, là, c'était vraiment quelqu'un de particulier. Pierre, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je reviens un peu sur... moi, je faisais partie des cas particuliers. Et oui, on était une vingtaine.
on avait le concours d'entrée à l'ENSEP en 1954. Et bon, on avait décidé, sans se concerter, de faire notre service militaire. On parlait de 6 mois de service militaire. Donc, on était 22, je crois exactement. On avait le concours d'entrée à l'ENSEP en poche, donc il n'y avait pas de problème. On part au service militaire et nous sommes rentrés 2 ans et demi après, en passant par le Maroc, l'Algérie et compagnie. Bon, en campagne de guerre, ce matin, bon, on a eu une visite sur les fusils, là, même en patin. Bon, moi, j'aime plus du tout entendre parler de fusils. Bon, bref. Et on s'est retrouvés donc dans une ambiance de jeunes, bon, avec des soucis, non pas particuliers, mais oui, particuliers, mais non pas graves. Mais enfin, se marier, bon, Françoise m'attendait depuis 2 ans et demi, etc. Bon, chacun avait son problème. Et ce qui nous intéressait, c'était d'en sortir le plus rapidement possible. Comme nous sommes rentrés en pleine première année, c'est-à-dire au mois de mai, le gros problème, c'est qu'on voulait nous faire refaire une première année. Donc on s'est battu syndicalement, y compris à la Jeunesse et Sport, pour conserver notre entrée au mois de mai. Bon, ça a été fait. On avait les profs, certains profs de l'ENSEP, qui étaient contre nous. Et c'était vraiment une bataille, là. Et on a gagné la partie. Donc on a eu une petite première année et on se dépêchait d'en sortir. Donc maintenant, on va passer sur vos premières années d'enseignement, donc ça va être intéressant. D'autant que mes deux voisins ont connu les instructions de 1959 et quasi... Oui, mais 45, on est bien d'accord. Mais tout de suite, il y a eu les instructions de 1959 et ensuite celles de 62. Donc, est-ce que ces instructions-là ont changé des choses par rapport à votre enseignement? Et donc, quelles étaient les premières... comment vous organisiez votre enseignement? Puisque normalement, vous avez Raymond Deligny, vous avez démarré en 56, il y avait la suédoise, la naturelle, du sport, de la rééducation. Donc, quelles étaient les proportions de ces activités-là dans votre début d'enseignement et ensuite jusqu'en 62? Bon, ce que je dois dire, moi, c'est que mes premières années d'enseignement étaient surtout marquées par les batailles par rapport aux installations. C'est-à-dire qu'on n'avait pratiquement pas d'installation. Cela dit, on avait une grande liberté. Les instructions de 1945, c'était à la fois de la méthode naturelle et puis un peu, on faisait ce qu'on voulait, sauf faire du sport. C'est-à-dire qu'on avait le droit de faire des entraînements de sport co, par exemple. Je parle du sport, quand je parle du sport, je parle du sport co, là, hein, parce que le sport, c'était aussi l'athlète, etc. Donc, les sports co étaient considérés comme du jeu. Et faire du jeu, c'était par rapport à l'administration, c'était un peu ne rien foutre, c'est-à-dire donner un ballon et puis regarder ce qui se passait. Donc l'administration était beaucoup contre à la fois la compétition et contre le jeu. Donc on était autorisé à faire de l'entraînement sportif sans faire vraiment de sport. Et ça, c'était les instructions de 1945. C'était contrebalancé par le fait qu'on n'était pas souvent inspecté et on faisait un peu ce qu'on voulait. Si on était avec les élèves, si on avait des résultats, si les élèves, ça se passait bien, on ne nous embêtait pas. Mais je dois ajouter que l'une des choses très importantes, c'était l'association sportive. L'association sportive, c'était à la fois un bonheur pour nous parce qu'on avait des relations avec les élèves qui étaient toutes différentes de celles qu'on avait dans l'administration du lycée. Premièrement. Deuxièmement, les élèves qui venaient à l'association sportive, moi j'ai eu à moi tout seul jusqu'à 5 ou 6 équipes. Mais toutes mes classes, dans chacune de mes classes, j'avais 3, 4, 5, 10 personnes qui étaient à l'association sportive. Et j'avais aucun problème de discipline, aucun problème d'animation, rien du tout. Les groupes fonctionnaient tout seuls avec l'association sportive. Cela dit, les contenus, on les inventait un peu. On était souvent très embarrassés. C'est-à-dire que si on voulait faire un programme, on ne savait pas trop comment s'y prendre.
Voilà ce que je veux dire. Ensuite, il y a eu tout à la fois des instructions nouvelles au moment du général de Gaulle, etc., une espèce de reprise en main où on nous demandait de faire, comme il dit, beaucoup de gymnastique construite, etc. Et puis, on finissait par faire du sport quand même. C'est-à-dire qu'on faisait des cycles à notre façon et on faisait les instructions de 67 avant leur parution. Et moi, j'ai 2 comptes rendus d'inspection où les inspecteurs me reprochent de faire du sport. Voilà. Pierre ? Oui, moi je suis rentré, on avait comme instruction officielle les instructions de 59. Et dans ces instructions, ça nous obligeait à dire, en début de séance, si vous faites bien les mouvements, après, vous aurez un ballon. Ça se passait comme ça. Il y avait toute une première partie qui était plus ou moins maintien corrective et une deuxième partie qui était un genre de jeu, d'activité sportive, etc. etc. Ce n'était pas précis, là. Donc, le traitement et l'utilisation des activités sportives dans la finalité éducative pointaient leur nez. Et ensuite, il y a eu les instructions de 67 qui ont décidé de mettre officiellement en jeu les activités physiques et sportives. Et bon, ensuite, ça s'est enchaîné, etc. etc. Juste, je peux vous faire une remarque. Tous les deux, vous n'évoquez pas les IO de 52, enfin de 62, pardon, qui permettent de mettre en place les interclasses, qui imposent la notation, puisque c'est inscrit dans les missions de l'enseignant en 1962. Et vous n'en parlez pas, vous passez de 59 à 67. Moi, j'étais en école normale. Hein. D'accord. Alors, donc, il y avait un programme différent. Là. Moi, les instructions de 62, je les ai complètement ignorées. Hein. Parce que on faisait ce qu'on voulait, donc que ce soit 62 ou pas 62. Les interclasses, on les faisait dans l'animation normalement et on n'avait pas besoin des instructions pour ça. Donc, c'est une précision importante. André ? Oui, on peut dire que, enfin moi en tous les cas, tout à l'heure j'ai dit que j'étais sorti en 64, je viens de réaliser que je suis sorti en 65. On a vécu la période transitoire entre les instructions officielles de 59 et pour moi celle de 67. Parce que celle de 62, j'ai dû complètement zapper la chose. Parce que aucun souvenir. Par contre, à l'époque, il faut bien penser que les élèves disposaient de 3 heures d'éducation physique et de 2 fois 1 heure d'éducation physique par semaine. Mais les 3 heures d'éducation physique étaient destinées au plein air. Et c'est par là que, enfin en tous les cas moi, je profitais de ces 3 heures de plein air pour introduire les activités physiques sportives, et plus seulement construites ou méthodiques des méthodes précédentes. Et voilà comment au niveau des contenus, ce qu'on a vécu. Après, au niveau des contenus un peu plus fins, et puis comme auparavant j'ai dit que je n'avais pas de souvenir de connaissances livresques de mes études au CREPS, c'est dans les premières années d'enseignement que j'ai découvert tout le courant, comment on va dire, des stages Maurice Baquet, impulsés par les stages Maurice Baquet, et que j'ai découvert des formateurs en formation continue géniaux comme Méran, qui se déplaçaient jusque dans le Jura pour animer des stages pédagogiques. Et là, j'ai découvert autre chose que ce que j'avais appris pendant 4 ans auparavant.
Oui, ben, quant à moi, ben, voilà, j'ai commencé ma carrière dans un petit collège rural de l'Orne où ben, j'étais le premier professeur de PS. Avant, il n'y avait que quelques PEGC qui faisaient du sport co ou ce qu'ils pouvaient. Bon, ben, on a tout structuré. On a commencé à offrir un type de programmation avec des activités variées. Organisé sur le district les premiers regroupements UNSS, parce que je pense que pendant les 3 ou 4 premières années, j'ai travaillé tout seul. Je faisais des choses complètement interdites maintenant. Je n'ose même pas y penser encore à ce que j'ai pu faire des sorties vélo en autonomie avec les élèves. Bon, je ne préfère ne pas revenir en arrière là-dessus. Mais voilà, bon, c'était un moment particulier. Mais bon, voilà, on a commencé à offrir aux jeunes des activités physiques qui touchaient à tout, un petit peu à toutes les familles. Je ne me souviens pas trop des instructions officielles en 76. Je pense que c'était toujours 67 qui oui, guidait. Oui, c'est 67. Oui, et bon, voilà, ça a été marquant, ça pour voilà de mettre en place cette ouverture sur l'activité physique parce que bon, il n'avait pas cette polyvalence. Ouais. Donc, je vais revenir sur un point particulier, donc, même s'il a déjà été engagé, c'est celui de l'AS. Hein, parce que si on compare avec les enseignants actuels, l'AS ne représente plus rien, alors que à un moment donné, l'AS, c'était quelque chose de fondamental. C'était pour vous, bon, moi je suis un petit peu, donc on est presque de la même génération, c'était quelque chose de fondamental et puis on s'investissait dans l'AS. Donc est-ce que vous pouvez revenir sur l'AS, donc le type de rencontre, le type de relations, bon les relations avec les élèves, bon, vous les avez déjà évoquées, mais sur les déplacements, sur ce que vous faisiez et puis jusqu'où on allait en AS, donc Raymond Deligny. Pour moi, l'AS, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de métier de prof de gym pour 2 raisons. La première, c'est que le statut du prof d'éducation physique, il a été calqué sur les collègues, à savoir les profs de français, etc., et le nombre d'heures. Donc, administrativement, l'AS, c'était le moyen d'avoir un statut comme les autres profs, parce que notre travail, c'était 20 heures, 17 plus 3. Les 3 heures étant forfaitaires. Ça, c'est l'aspect administratif. Le deuxième aspect, c'est ce que j'appellerais pompeusement les méthodes nouvelles. C'est-à-dire que l'AS, pour moi, et pour les collègues à l'époque, c'était le moyen d'apporter dans la relation avec les élèves ce qu'on peut appeler une pédagogie interactive. C'est-à-dire que c'était là, on était secrétaire de l'association sportive. C'est-à-dire qu'on gérait une espèce de petite entreprise, une espèce de club, et le chef d'établissement était le président du club. Donc on faisait fonctionner ça, et c'était quelque chose de très différent. Et l'une des tâches, c'était aussi de faire participer les élèves. C'est-à-dire que les élèves avaient un rôle actif. On n'avait plus ce statut du prof par rapport à l'élève, on avait un statut étant dans une association, tous en interaction. Et c'est la raison pour laquelle, dans ma génération, l'association sportive, ça faisait partie, c'était la cerise sur le gâteau. C'était ça qui donnait, par rapport aux autres profs, un statut différent. Et c'était aussi la vie de l'établissement. C'est-à-dire que quand on rencontrait les chefs d'établissement, notamment, le fait de faire vivre l'association sportive, c'était aussi assurer une vie sportive dans l'établissement. Pierre ? Oui, école normale, c'était un peu différent. Bon, les élèves étaient internes dès la seconde. Bon, passaient le bac et ensuite faisaient une 4e année après le bac et avaient leur titularisation. Alors, c'était très facile du point de vue recrutement. En tant qu'interne,
Bon, le jeudi après-midi, ça les occupait au lieu de s'emmerder. Et ça marchait très bien, ça fonctionnait très bien. Alors moi, j'ai remplacé un prof qui partait en retraite, là, et bon, qui avait un peu lâché le morceau. Et avec les élèves, ça a très bien marché dès le début. Ensuite, je suis passé à Besançon dans une école normale. J'ai fait toute une carrière en école normale. C'était du même topo, sauf qu'il n'y avait plus d'internat. André, toujours par ordre chronologique. Oui, maintenant je vais être un peu... bon, on verra. Bon, l'AS, j'ai connu l'époque où c'était le jeudi après-midi, et puis après c'était le mercredi après-midi, puisqu'on a changé un peu l'organisation de la semaine. Enfin, l'Éducation nationale a changé la semaine. Ça se passait de la façon suivante. Si j'ai bon souvenir, on inscrivait nos équipes ou individuelles, sport co, athlé, ski, à l'ASSU départementale, et l'ASSU départementale nous renvoyait un calendrier. On était donc périodiquement convoqués avec notre équipe. Comme on n'avait pas d'installation sportive à Morée, zéro. Gymnase, il n'y avait rien qui se passait à Morée. Donc je me déplaçais à Dole avec une équipe de handball, par exemple. Je partais à 1h de l'après-midi, je rentrais à 18h le soir. On avait pris 15 buts et personne n'était bien content dans le minibus. Est arrivé à ce moment-là le courant AS de masse. Donc on a décidé de faire comme on disait, de la masse à l'époque. C'est un mot qui paraît un peu bizarre aujourd'hui. Mais ce mouvement paraissait intéressant parce qu'au lieu de recevoir un calendrier venant d'en haut, le calendrier, on le faisait localement. Et on a donc fait un district ASSU sur le Haut-Jura. Et ce district, il était hors la loi, puisque l'ASSU ne le reconnaissait pas. Il reconnaissait que les championnats organisés par l'ASSU départementale. Donc on a été mis hors la loi. Et pendant plusieurs années, mon AS, on payait notre cotisation en début d'année, parce que ça en était obligé, mais on prenait 0 licence à l'AS. Par contre, il y a une fédération qui nous a accueillis, qui s'appelle l'UFOLEP. On a donc fait de l'UFOLEP pendant, je ne sais pas moi, 7-8 ans. Et on était totalement hors la loi. Et on faisait des rencontres de foot, mais localement. Et puis après, tout ça, ça s'est légalisé. L'ASSU a repris le courant c'est l'ASSU ou l'UNSS à l'époque. C'est l'ASSU qui, en 71, a recréé les districts officiellement. Voilà, et donc il y a eu les premiers coordonnateurs de district. Ouais. Voilà, donc mes premières années d'AS. Oui, c'est ça, parce que moi, voilà, j'ai mis en place cette organisation et il y avait même 2 coordonnateurs de district, un financier. On s'arrangeait et on faisait nos propres compétitions. Avant, c'est un peu comme la formule actuelle, avant d'aller rejoindre les formules départementales et académiques. Déjà, on fonctionnait là dans les années 80, à partir de 80 sous ce modèle-là. Bon, j'ai une petite question toujours sur l'AS pour Raymond Deligny. Est-ce que pour vous, il y a eu, on dirait, un changement, ou est-ce que ça vous a marqué l'éviction de Flouré par Herzog et la suppression la suppression de l'OSU au profit de ensuite la création de l'ASSU? Est-ce que ça a eu passé quelque chose chez les profs d'éducation physique? Disons que ce qui m'apparaît comme étant vraiment le fossé, c'est le plan Soisson. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où le ministre Soisson, s'apercevant que dans certains endroits, les 3 heures d'AS n'étaient pas respectées en tant que 3 heures forfaitaires, parce que c'était ça. Nous, dans notre travail, personnellement, moi j'ai toujours fait plus de 3 heures, parce que quand on accompagnait des élèves, etc. Puis il est arrivé un moment où, à certains endroits, je me souviens que Dolobert était venu à l'époque, j'étais à Clermont-Ferrand, et puis il y avait un certain nombre de gens pour lesquels les 3 heures, ça se discutait. Soisson a essayé de récupérer ces 3 heures pour en faire des heures de cours. Et ça a été la fameuse bataille avec le SNEP en 78, contre le plan Soisson. Et pour moi, c'est là que les choses ont vraiment
été dénaturé complètement. Ouais. Mais le passage au SU à SU, pour vous, ça n'a rien changé. Bah si, c'est-à-dire que l'histoire de Floret, on l'a quand même vécu comme quelque chose, comme une espèce de mise à l'écart, quoi. Bon, ben, je vous remercie de votre participation. Il y a plein de choses, ça interroge beaucoup de choses. Donc on va faire donc une autre table ronde sur le sport féminin et un autre sur le stage Maurice Baquet. Pierre, tu veux rajouter quelque chose ? Je voudrais revenir, moi, très rapidement sur ta dernière question, là. Bon, OSU, ASU, etc., il y a eu le gros problème dans l'essai des CAS, c'est-à-dire les centres d'animation sportive. Bon, qui ont un peu semé le trouble gravement. Et chapeau pour le SNEP qui a viré la question. Alors je ne développe pas là. En tout cas, merci à tous. Ouais. Au revoir. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Oui,